Merci Jacqueline Eustache-Brinio d'être avec nous pendant cette première demi-heure. Élue du Val d'Oise, membre du groupe Les Républicains. On va parler de votre groupe de travail sur la transidentification dans quelques instants. Mais d'abord, l'actualité, on l'a vu dans le journal, c'est cette proposition de loi du groupe Lyot qui vise à abroger la réforme des retraites, qui est donc examinée aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Éric Coquerel l'a déclaré recevable. Est-ce qu'il faut que le débat se tienne et que le vote ait lieu, selon vous ? Je pense qu'il faut arrêter sur ce sujet. Voilà. Éric Coquerel, je ne sais pas s'il s'est exprimé en tant que président de la Commission des Finances ou en tant que député LFI. C'est quand même le vrai sujet. C'est une décision politique pour vous de le déclarer recevable ? Oui, clairement. Et rappelons quand même que le débat autour des retraites à l'Assemblée, ça n'a pas été un débat, c'était un champ de foire. Enfin, ça a été de l'obstruction parlementaire permanente des LFI, qui, je le rappelle, n'a pas voté ce texte. Parce qu'ils sont allés à l'article 4. Le Sénat a voté le texte. Le Sénat a travaillé jour et nuit sur ce sujet, parce que c'est vrai que c'était compliqué, mais c'est notre rôle. Sauf qu'à l'Assemblée, LFI, je rappelle, à part foutre le bazar, excusez-moi l'expression, pendant 2 semaines, ils n'ont pas voté. Donc à un moment, il faut arrêter ce petit jeu. Certes, des Français ne sont pas contents sur, en tout cas, l'âge de la retraite. Certes, il y a des difficultés, mais enfin, quand on est un homme ou une femme politique, il ne faut pas vouloir toujours aller dans le sens du vent. Il faut aussi avoir l'honnêteté de poser les difficultés avec réalisme. Voilà. Ce que ne font pas Lyot, ce que ne font pas Charles de Courson, qui était un centriste. Disait il y a quelque temps, il faut aller jusqu'à 65. Parce que c'est quand même ça. Ce groupe disait, en tout cas ce député disait, on doit aller jusqu'à 65. Que le texte voté, c'est 64. Il n'y a pas tellement de cohérence. Et de toute façon, il faut arrêter de faire penser aux Français que ce texte a une chance d'aboutir. Il n'aboutira jamais. Donc quoi ? C'est quoi ? Remettre le bazar, remettre un climat compliqué dans ce pays. On n'a franchement pas besoin de ça. Ça a été compliqué le temps des retraites. Bon voilà, je pense que les gens se sont exprimés, les manifestations ont eu lieu, c'est la règle, c'est la démocratie. Maintenant, la loi est votée, la loi doit être appliquée. L'autre actualité, c'est Gabriel Attal qui a dévoilé hier son plan de lutte contre la fraude sociale, 3 semaines après celui contre la fraude fiscale. Alors, Gabriel Attal, il veut durcir les conditions de résidence pour toucher des allocations. Il faudra résider 9 mois en France. Il veut renforcer les contrôles des retraités installés à l'étranger. Est-ce que c'est un plan que vous soutenez ? Moi, ça ne me pose aucun problème de lutter contre la fraude. On lutte contre la fraude de celles et ceux qui trichent pour leurs impôts. On doit aussi lutter contre celles et ceux qui trichent avec toutes les prestations sociales en général. Et hier, il y a une petite nuance qui m'a un petit peu gênée dans les propos de Gabriel Attal. Il dit « Je ne cherche pas les fraudeurs, je veux lutter contre la fraude ». Non, on doit rechercher les fraudeurs et pointer les fraudeurs et faire en sorte qu'il n'y ait plus de fraudeurs à toutes ces prestations. Donc bien évidemment, tout ça, c'est un sujet sur lequel on s'était déjà positionné sur la fraude en matière sociale, parce que les conséquences sont financièrement quand même très très lourdes. Et puis la fraude, c'est pas un mode de comportement dans un pays de frauder. Donc il y a aucune raison que moi que je n'accompagne pas. Mais là, ça vous va ou vous dites ça va pas assez loin, on va proposer d'autres mesures. Alors c'est vrai qu'on aurait pu. Alors sur la carte d'identité associée à la carte vitale, il veut fusionner carte d'identité, carte vitale. Ça vous paraît réaliste ? Bon, ça, c'est pas moi qui peux répondre aujourd'hui. Mais ça vous paraît une bonne idée ? La Belgique le fait, donc je sais pas pourquoi la Française. Le problème, c'est que je pense que ça, c'est pas demain. Donc il y avait aussi la carte biométrique, la carte vitale qu'on avait proposée, qui pourrait être. Le problème, c'est que la carte biométrique, elle peut être appliquée tout de suite. Et tout de suite, on aurait effectivement des milliers et des milliers et des milliers de gens qui seraient face à une réalité. Mais tant pis, je pense qu'il faut qu'on fasse comprendre aux fraudeurs que la fraude va cesser. L'autre sujet encore d'actualité, c'est la question de l'immigration. Les Républicains ont proposé 2 textes, un texte constitutionnel et une proposition de loi ordinaire. Gérald Darmanin vous tend la main et vous dit chiche, travaillons ensemble. Vous êtes prêt à travailler avec lui ? Oui, alors, travailler ensemble, je pense que nous n'avons jamais été opposés à travailler ensemble, ce sujet. Mais c'est travailler ensemble avec l'idée qu'il faut qu'il accepte ce que nous voulons. Nous, il y a des lignes rouges sur lesquelles nous ne changerons pas, vous le savez. Aujourd'hui, lui aussi. Alors est-ce que du coup un compromis est possible ? Alors je ne sais pas, c'est pas moi qui peux vous le dire aujourd'hui. D'abord parce que ça m'appartient pas à titre personnel, mais nous avançons. Alors après, d'abord, quand ce texte va-t-il arriver ? Parce que quand même, depuis 2 mois, c'est l'automne, puis c'est juillet, puis là c'est octobre. Donc déjà, le texte, on ne sait pas quand il va arriver, le texte du gouvernement. Avec quoi, on ne le sait pas encore. Donc lui, il espère un examen d'ici la fin de l'année. Oui, déjà, vous voyez, on devait l'avoir en mars, puis après on l'a eu en octobre, puis après c'était en juillet, et là c'est fin de l'année. Je pense que c'est un sujet
essentiel aujourd'hui pour notre pays. Nous ne pouvons plus gérer l'immigration telle que voilà, les textes le prévoient aujourd'hui, parce que la France doit reprendre la main. La France doit pouvoir dire ce qu'elle veut en matière d'immigration. Voilà. On ne peut Quitte à passer au-dessus des traités européens. C'est pas un Frexit migratoire, comme le dit Gérald Darmanin. Moi, je pense que c'est pour ça que, à juste titre, les LR veulent inscrire dans la Constitution un certain nombre de choses, de manière à ce que la France reprenne la main. Et la France a le droit de dire ce qu'elle veut en matière d'immigration. C'est un des pays qui accueille le plus en Europe. Voilà. Moi, je vous donnerai quand même juste des chiffres. À la fin de 2012, il y avait 2,6 millions étrangers en France. Nous en sommes aujourd'hui, en 2022, à 3,7 millions. Vous voyez, quand même, en 10 ans, voilà. Donc, on voit bien que ces flux migratoires, nous sommes débordés, nous ne savons plus les gérer. Il y a un coût, évidemment. Il y a, faut le dire, des problèmes de sécurité. Parce que quand vous laissez sur le trottoir des gens qui n'ont pas de situation, évidemment, ça génère des choses. Et puis, voilà, ne pallier certains problèmes de sécurité à la problème de migration, c'est complètement être dans le déni, dans l'hypocrisie. Mais est-ce que là, est-ce que vos textes pourront aller au bout? Ne serait-ce qu'au Sénat, on voit que les centristes ont déposé leur propre proposition de loi. Est-ce que c'est un sujet qui va diviser la majorité sénatoriale? Non, moi je pense qu'on peut se retrouver. Il faut juste que chacun comprenne vers quoi nous voulons aller. Reprendre la main en matière d'immigration, mais c'est essentiel et c'est urgent. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les sondages qui sortent, mais tous, sans exception, ils prouvent ce que nous avons raison. Et y compris dans un électorat de gauche qui comprend bien qu'on ne peut pas aller au-delà de ce que nous vivons et qu'il va falloir que nous ayons une ligne très claire sur ce que nous voulons. Vraiment. On va parler du Sénat. Vous allez travailler sur la question des changements de sexe chez les mineurs, enfants, adolescents. Votre groupe de travail est lancé aujourd'hui. On fait le point d'abord avec notre journaliste parlementaire, Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Madame la Sénatrice. Bonjour. Et Steve, le Sénat lance donc aujourd'hui un groupe de travail sur la transidentité des mineurs. C'est une demande du groupe Les Républicains. La transidentification, qu'est-ce que c'est? Il faut mettre un peu d'ordre parce qu'effectivement on entend beaucoup de choses à ce sujet. Alors être trans ou transgenre, c'est ne pas s'identifier à son sexe biologique. Je suis né homme mais je me sens femme, je suis né femme mais je me sens homme, ou encore je suis né homme mais je ne me sens ni homme ni femme. On dit alors que je suis non binaire. Précisons, et c'est important, Oriane, que la transidentité n'est pas liée à l'orientation sexuelle. On peut être transgenre et bisexuel, transgenre et hétéro, ou encore transgenre et homosexuel. À noter qu'il a fallu attendre 2010 pour que la transidentité soit retirée de la liste des maladies mentales. C'est Roselyne Bachelot, ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy, qui en était à l'initiative. L'OMS a suivi, c'était en 2018. Et la transidentité, c'est un sujet qui intéresse donc beaucoup la droite. Oui, rappelez-vous, pendant la dernière campagne présidentielle, Valérie Pécresse avait demandé à ce qu'on interdise aux mineurs les opérations chirurgicales visant à changer de sexe. Elle avait été un peu raillée, car aujourd'hui la législation est plutôt claire. Les interventions chirurgicales de changement de sexe sont réservées exclusivement aux majeurs de plus de 18 ans. Alors il est vrai qu'aucun texte de loi n'encadre ou n'interdit ces opérations, mais les médecins se plient aux recommandations d'associations internationales qui préconisent d'attendre la majorité avant d'intervenir. Aujourd'hui, les sénateurs LR envisagent de légiférer sur la question, d'où la création d'un groupe de travail, Oriane. Parce que certains jeunes, notamment en pleine crise d'adolescence, s'interrogent, Steve, sur leur identité et souhaitent entamer des démarches sans attendre. Oui, ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, ce sont des parcours dits de transition. Ils sont entamés avant la majorité de l'individu, au moment de la puberté, pas avant. Le parcours est très balisé. Les médecins s'assurent d'abord qu'ils sont confrontés à un cas de transidentité. Si c'est le cas, on passe à l'étape suivante. Avec l'accord des parents, un traitement hormonal est administré à l'adolescent. L'objectif, c'est de bloquer les effets de la puberté. Ça peut être utile quand un ado n'est pas à l'aise dans son sexe de naissance. Ça peut notamment permettre d'éviter des tentatives de suicide, par exemple, quand le malaise est très profond. Il faut préciser que ces bloqueurs de puberté sont réversibles et qu'un certain nombre d'adolescents les abandonnent en cours de route. Je vous vois hocher la tête, Madame la Sénatrice. Peut-être, on peut revenir sur ce groupe de travail. Votre objectif, on est entre nous, vous pouvez nous le dire, c'est d'interdire ces parcours de transition à terme? Nous, ce que nous voulons, c'est alerter sur les mineurs.
Aujourd'hui, il y a de véritables dérives. D'ailleurs, il y avait eu, je l'ai retrouvé en 2021, une tribune dans l'Express de médecins, de chercheurs, d'intellectuels, donc il y a 2 ans déjà, hein, qui s'intitulait « Nous ne pouvons plus nous taire face à une grave dérive ». Voilà, j'avais pas inventé, j'avais pas co-signé cette tribune, mais c'est un vrai sujet. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on mélange un peu tout sur la problématique de l'adolescence. L'adolescence, pour tous les adolescents, c'est un moment assez compliqué. On se cherche, on se trouve plus ou moins tôt. Mais aujourd'hui, on a une espèce de dérive qui consiste à dire... Parce qu'un adolescent se questionne sur ce qu'il est, obligatoirement, il veut changer de sexe, j'ai envie de dire. Je résume un peu schématiquement. Et nous, on veut vraiment poser cette question parce qu'on s'aperçoit d'ailleurs que, et il faut qu'on comprenne pourquoi, c'est un phénomène qui touche beaucoup plus les filles que les garçons, beaucoup plus de filles. Quand on regarde parce qu'en France, on n'a pas tellement de chiffres et on veut avoir des chiffres. C'est ça, parce que vous parlez de hausse croissante de ces demandes. Ouais. On n'a aucun chiffre. Alors en France, on n'en a pas. Dans les pays étrangers, il y en a. Aux États-Unis, il y en a. En Suède, il y en a. Aux Pays-Bas, on a. Au Royaume-Uni, on a. Et en 10 ans, dans ces pays-là, les chiffres ont explosé. Alors pourquoi ils ont explosé ? Parce qu'il y a aussi des associations très activistes dans ce domaine. Et on a un ennemi entre guillemets, c'est YouTube et les réseaux sociaux qui effectivement entraînent les gamins parce qu'ils ne sont pas bien vers probablement des choses qui les dépassent, les gamins. Voilà. Et nous, on veut vraiment poser ça. Quand vous dites tout à l'heure que, effectivement, en France, les opérations ne sont pas encadrées, mais ne sont pas faites, voilà. Quand vous dites que donner des bloqueurs de puberté, ordonner des hormones inversées, tout ça, si on arrête, c'est pas grave, mais on n'en sait rien. Aujourd'hui, on n'en sait rien. On peut effectivement avoir des conséquences graves pour la suite. Je veux dire, c'est très important. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces gamins qui se posent des questions, qu'ils choisissent de changer de sexe adulte, etc. Moi, ce que nous voulons, c'est faire attention à ce qui se passe sur cette jeunesse qui a parfois 12, 13, 14 ans et parfois plus petit, hein. Quand on a vu un reportage récemment à la télé d'une maman qui accompagnait son petit gamin, enfin voilà, il faut faire comprendre aux parents qu'un enfant qui est pas bien, il a besoin souvent d'un soutien psychologique pour poser les choses et non pas rentrer dans ce qu'il demande obligatoirement tout de suite. Et donc voilà, donc moi je pense qu'il faut, aujourd'hui le groupe de travail veut absolument poser ces questions parce que c'est un problème de société lourd. On voit bien aujourd'hui pourquoi on laisse rentrer dans des écoles, y compris des écoles primaires, des espèces de mouvements militants sur ce sujet, parce qu'il y a du militantisme sur ce sujet. Personne ne peut les nier. Ben non, moi je trouve qu'on doit aussi protéger l'école d'un certain nombre de choses, protéger les collèges d'un certain nombre de choses, et poser les choses sans jugement moral. C'est pas du tout un jugement moral. Et aujourd'hui, on a aussi un certain nombre de choses qui consistent à dire, on mélange tout, c'est-à-dire que on se pose la question sur la transidentité, alors on est homophobe. Mais ça n'a strictement rien à voir. Alors, ce qui vous inquiète, Madame la sénatrice, c'est ces opérations qui visent à changer de sexe ou le fait de s'identifier à un genre qui n'est pas notre genre de naissance. Déjà, le genre, c'est quoi, enfin, excusez-moi. Un sexe qui n'est pas notre sexe de naissance, genre, on va dire ça comme ça. D'abord, oui, d'accord. Mais quand on arrive sur Terre, on est un homme, on est une femme. Et notre cerveau, il sera toujours comme ça. Notre cerveau, on va pas changer notre cerveau. On va changer l'apparence physique, il faut aussi le dire. Ce qui n'est pas un sujet. Chacun fait ce qu'il veut. Hein, voilà. Mais on change son apparence physique, mais il faut pas croire que ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Enfin, tout ça, c'est un choix. Et d'ailleurs, on souhaite interroger, nous, des trans adultes qui sont les premiers à dire « ce n'est pas simple, cette démarche ». Voilà. La société doit avoir un regard tout à fait objectif et soutenant sur ces gens qui changent de sexe. Il n'y a aucun sujet. Mais eux-mêmes disent ce n'est pas un parcours si simple et on ne peut pas laisser des gamins et des petits, des petits, partir vers quelque chose qui va les dépasser. Et ça, c'est notre rôle de parlementaire de le dire, de le poser. Donc, on va effectivement installer ce groupe aujourd'hui. Alors, comment vous allez procéder? Donc, alors, le groupe est installé aujourd'hui. On a énormément d'auditions prévues. Ah oui, des médecins, des chercheurs, des intellectuels, des associations de parents.
des transsexuels aussi. Variées, bien sûr, non mais bien sûr. L'objectif, c'est de pouvoir échanger sur ce sujet, bien évidemment. Des transsexuels aussi, voilà, qui sont allés au bout de leur démarche et comment ils l'ont vécu. Tout ça, parce que personne ne se pose ces questions-là, hein, c'est pas là. Et puis, alors, on va voir deux volets. Moi, je veux qu'on fasse le point de où en est la France par rapport à ça, vraiment. En ayant des chiffres qu'on a du mal à voir, mais moi je veux obtenir des chiffres. Il n'y a aucune raison qu'on n'obtienne pas des chiffres. Mais pourquoi on a du mal à les avoir alors que vous le dites dans les autres pays parce que je pense qu'il y a une espèce d'omerta sur ce sujet, mais il faut qu'on y arrive. Et puis il y a tout un volet qui va consister à interroger. Alors on fera des visios probablement, parce qu'avec l'étranger c'est pas toujours simple d'avoir sur place des gens. Avec, en tout cas, avec des chercheurs et des médecins aux États-Unis. En Suède, on a déjà repéré aussi un nombre de professionnels au Royaume-Uni pour avoir un échange sur ces pays qui reculent. Parce que la Suède a beaucoup reculé quand elle a vu le phénomène en 10 ans exploser. La Suède a pris des décisions très claires sur ce sujet. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette expérience. Je pense que la France n'en est pas aussi loin que la Suède en était il y a 2 ou 3 ans quand elle a fait marche arrière. Mais c'est justement, posons-nous les questions aujourd'hui. Légiférons s'il y a nécessité de légiférer, moi je pense qu'il le faut. Et c'est l'objectif, voilà. C'est d'aboutir à une loi. C'est l'objectif, voilà, de travailler, voilà, mais en posant la réalité des choses et en travaillant avec les familles également, parce que les familles sont démunies, parce que les familles ne savent pas toujours comment réagir et sont parfois perdues. Merci Steve. Merci, on parlera de sécheresse tout à l'heure. Et ce sera à suivre dans le club. Et on suivra bien sûr vos travaux, Jacqueline Stage-Brignot, qui sont donc lancés aujourd'hui. On continue à regarder l'actualité dans nos régions. On va aller en Corse. On retrouve Henri Mariani. Bonjour, merci d'être avec nous, directeur délégué de Corse Matin. Et on va revenir sur l'une des actualités d'hier. C'est la commission d'enquête parlementaire sur l'agression mortelle d'Yvan Colonne qui a donc rendu ses conclusions. Qu'est-ce qu'on y apprend, Henri ? Écoutez, pas grand-chose, je dirais, si ce n'est des dysfonctionnements chroniques, des manquements, de l'incompétence très probablement, mais en tout cas, on ne sait toujours pas ce qui a motivé Franck Elong Abbé de passer à l'acte. Il n'y a rien quant au mobile de cette agression. Alors, bien évidemment, ça n'est pas à la commission de le déterminer, c'est à l'enquête pénale qui est en cours de le faire. Il n'en demeure pas moins qu'après 6 mois d'audition et des dizaines et dizaines de personnes entendues, des responsables de l'administration pénitentiaire, l'ancien Premier ministre Jean Castex, des politiques, des policiers, des gendarmes, la commission d'enquête parlementaire n'est toujours pas en mesure de dire ce qui a armé le bras du tueur. Même la thèse du blasphème, souvenez-vous, cette thèse qui avait émergé au moment de l'agression d'Yvan Colonna a été écartée. Yvan Colonna qui, selon son agresseur, aurait tenu des propos insultants vis-à-vis de la religion, ce qui aurait incité Franck Elong Abbé à passer à l'acte. Même ça a été écarté par la commission d'enquête parlementaire. En revanche, la commission, et vous l'avez dit dans vos reportages précédents, pointe un certain nombre de dysfonctionnements et de manquements, et ça interroge quant au parcours carcéral de Franck Elong Abbé. Rappelons que ce détenu, fiché S, radicalisé, mis en examen dans des dossiers terroristes, était au sein de la maison d'arrêt d'Arles, un peu comme chez lui. Il était au milieu des autres détenus, circulait de cellule en cellule, de couloir en couloir et de coursive en coursive, avait le statut d'auxiliaire, c'est-à-dire qu'il travaillait, il avait accès à la salle de sport là où a eu lieu l'agression d'Yvan Colonne, salle de sport par ailleurs protégée par des caméras de vidéosurveillance. Donc la commission d'enquête parlementaire s'interroge et se demande pour quelles raisons Franck Elong Abbé n'était pas à l'isolement compte tenu de son passé judiciaire. Rappelons, et c'est écrit dans le rapport, que Franck Elong Abbé totalisait une trentaine d'agressions, je crois 29 exactement depuis son incarcération. Pourquoi bénéficiait-il d'une telle mansuétude de la part de l'administration pénitentiaire ? Était-il un agent de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire que faisait-il remonter à sa direction des informations
puiser au sein de la maison d'arrêt, informations par exemple en lien avec la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il avait donc ce statut un peu particulier d'agent non officiel qui aurait pu justifier qu'il ne soit pas à l'isolement? Ce sont des questions qui sont pour l'instant sans réponse. Ce sera effectivement, je crois, maintenant à l'enquête pénale d'aller plus loin et de pousser les investigations et d'éclairer ces zones d'ombre que la commission d'enquête parlementaire n'a pas pu éclaircir. Ouais, et Henri, vous avez des questions justement pour la sénatrice. Oui, bonjour Madame la sénatrice. En 2003, Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la Justice de Jacques Chirac, président de la République, crée donc les JIRS, les juridictions interrégionales spécialisées qui luttent contre le crime organisé, et annonce à ce moment-là la création de 15 à 20 000 places de prison supplémentaires, plan repris par Nicolas Sarkozy lors de son quinquennat. 20 ans après, on se rend compte qu'on est loin du compte. La France est toujours à la traîne en termes du nombre de places de prison par habitant. Du coup, est-ce qu'on n'a pas l'impression que la droite, hormis des incantations et des promesses, n'a pas fait mieux que les autres sur ce point-là? Enfin, vous me rappelez des informations de 2003, c'était il y a 20 ans. Donc, oui. Bah oui. Oui. Non, mais il y a 20 ans. Donc, effectivement, on aurait pu construire des places de prison supplémentaires. Je suis complètement d'accord avec vous. Après, je pense que la France de 2003 et la France de 2023, c'est pas du tout la même. Aujourd'hui, on est face à Nicolas Sarkozy également. Voilà. On n'est pas du tout sous la même. Enfin, nous ne vivons pas dans la même France. La France d'il y a 20 ans, la France d'aujourd'hui, c'est pas la même. Aujourd'hui, malheureusement, et ce que vous disiez sur Yvan Colonna le prouve, nous avons affaire aujourd'hui à une violence qui se qualifie d'ailleurs. Il y a plusieurs qualificatifs sur cette violence. Et effectivement, Nicolas Sarkozy, il faut quand même le rappeler qu'il n'est plus président depuis plus de 2 mandats. Que effectivement les promesses de Perben n'ont peut-être pas été tenues, mais les promesses de ses successeurs, pas non plus vraiment. Donc je pense qu'aujourd'hui on est face à une réalité qui consiste à dire que beaucoup de gens qui sont à l'extérieur devraient être en prison, mais nous n'avons plus de place. Que ce soit Hollande ou que ce soit le président Macron, on attend encore. Aujourd'hui, effectivement, à l'intérieur même des prisons, et vous l'avez souligné, il y a des gens extrêmement dangereux, et c'est le cas de celui qui a tué Yvan Colonna, qui sont pas mis à l'isolement faute d'organisation des prisons. Donc on est dans cette réalité-là aujourd'hui. Et moi, je le déplore. Moi, j'ai aucun souci. Pour protéger la société, il faut faire des places de prison. Donc ça, c'est clair. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dehors. Voilà, on a 2 sujets compliqués face à tout cela, face à cette violence. On a le manque crucial de places de prison et aussi, il ne faut pas le sous-estimer, pas de plan sur la psychiatrie en France. C'est un vrai sujet aussi, la psychiatrie. Donc voilà, donc on a ces 2 volets-là où effectivement, on est entre guillemets à la ramasse. Et aujourd'hui, le constat, c'est que dehors, il y a plein de gens qui ne devraient pas être dehors. Voilà. Ouais. Un dernier mot peut-être, Henri, sur la gestion des détenus radicalisés, puisque c'est aussi ça que la question que pose ce rapport. Oui, c'est vrai. Madame la sénatrice le rappelait effectivement. Il y a une difficulté avec les quartiers d'isolement pour les individus fichés S, les individus radicalisés, ceux qui sont mis en examen dans des dossiers terroristes. Il y a du mal. Il n'y a pas les structures et les infrastructures nécessaires au sein des prisons, des maisons d'arrêt pour isoler ces détenus et qu'ils ne cohabitent pas avec les autres détenus. Les faire cohabiter avec les autres détenus, c'est aussi prendre le risque de prosélytisme en prison, de radicalisation en prison. On le voit bien à l'aune des différents rapports parlementaires et de ce que disent aussi les gardiens de prison. Donc c'est effectivement un vrai sujet et je vous rejoins Madame la sénatrice, effectivement la situation a évolué de manière extrêmement négative. Pour autant, je n'ai pas l'impression que les politiques et les pouvoirs publics aient pris la mesure de cette évolution, tout au moins de son degré de gravité. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Ça veut dire qu'il faut prendre de nouvelles mesures? Non, mais oui. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Notre environnement, on le voit bien. Et vous avez raison de dire ce que vous dites, monsieur.
que ce soit en matière de trafic de drogue, vous avez vu, enfin, je veux dire, les choses, voilà, il n'y a pas un jour dans ce pays, en tout cas aujourd'hui, où il n'y a pas une fusillade, où il n'y a pas quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques qui pose des problèmes graves. Enfin, donc oui, il y a urgence à poser les choses et pas être dans le déni, quoi. Voilà, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été faites, mais voilà, aujourd'hui, avançons parce que il est grand temps et il y a urgence à le faire, vraiment. On va remercier Henri Marianne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la première fois dans cette émission. On était ravis de vous avoir et à très vite. Henri, on regarde la une de Corse Matin, le rapport accablant de la commission Colonne. C'est à la une de Corse Matin aujourd'hui. Merci beaucoup. Un dernier mot, puisqu'on parlait de radicalisation. C'est un dossier que vous suivez particulièrement. C'est les suites de l'assassinat de Samuel Paty, puisque c'était dans votre département. Le Sénat va s'emparer du sujet. Il y a une enquête qui va être lancée. C'est ce qu'a annoncé le président de la commission des lois. Vous souhaitez que ce soit une commission d'enquête où ça va être compliqué étant donné qu'il y a des suites judiciaires? C'est pas à moi de décider si c'est une commission d'enquête ou une commission d'information. En tout cas, le président Buffet s'est positionné sur une commission et je pense qu'il y a urgence à faire une commission. L'affaire Paty est l'exemple criant d'un homme courageux, d'un enseignant exceptionnel qui a été abandonné, lâché. Vraiment. Quand on voit aujourd'hui... Par l'État. Par l'éducation nationale. Bien sûr, par l'État, par ses collègues, par les syndicats, par tout le monde. Il s'est retrouvé seul. Et ça, je pense que la famille a besoin que ce soit posé, a besoin que ce soit dit, et a besoin que celles et ceux qui n'ont pas accompagné, qui n'ont pas voulu comprendre, qui l'ont aussi accusé d'avoir été peut-être trop loin dans sa manière d'enseigner, etc. Eh bien, ceux-là, on doit les poser, on doit le dire. Vraiment, c'est extrêmement important de la famille. N'oublions pas un professeur décapité dans sa ville. C'est juste ça qu'il faut voir. Et je voudrais juste terminer par... Il est tout à fait anormal que le collège dans lequel il a enseigné ne porte pas son nom aujourd'hui. Ça, c'est absolument anormal. Contrairement à la promesse qui avait été faite, vous expliquez comment? S'il y a un collège qui doit porter le nom de Samuel Paty, c'est le collège où on s'est enseigné. Du courage, ça nécessite du courage de la part des politiques, de la part de l'éducation nationale. C'est une obligation pour moi. Et peut-être ça donnera l'envie à d'autres communes de le faire également. Merci beaucoup. Merci Jacqueline Eustache-Brinio d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure. Merci.